Dieu a une adresse à la Défense, 20 ans déjà. Et au cœur de cet anniversaire, nous avons voulu montrer notre attachement à notre quartier, le quartier d'affaires de la Défense. Et surtout avec toutes les mutations qu'il y a eu depuis la crise sanitaire, travailler demain à la Défense. Voilà le thème de la table ronde que nous vous proposons aujourd'hui, avec le directeur général de Paris La Défense, M. Pierre-Yves Guis, avec Yvon Savy qui travaille dans l'équipe RSE à la Société Générale, et avec le père Marcel Raymond qui est sociologue, directeur du CERAS, spécialiste des changements de société. Voilà, cette table ronde est animée par Ariane Vartel et tous les quatre, vraiment, je les remercie pour ce temps consacré à ce quartier que je trouve personnellement si beau et qui est cher à tant de personnes. Voilà, merci à eux et écoutons ensemble cette table ronde. Ce sera mieux travailler demain à la Défense, c'est un thème qui est extrêmement ancré dans l'actualité depuis les confinements, post-confinement. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on n'entende pas parler de ce thème du travail. Et donc on va le creuser aujourd'hui, ce thème, dans cette maison d'église Notre-Dame de Pentecôte. La question qui se pose, c'est celle de la remise en cause, du modèle théorique des quartiers d'affaires. Est-ce que ces quartiers d'affaires, Père Morel rappelait que c'était l'un des plus emblématiques d'entre eux, celui de la Défense, est-ce que ces quartiers d'affaires sont en train d'être remis en cause par tout ce que nous avons traversé et continuons de traverser? Oui, alors, désolé pour la petite interruption technique. J'en profite d'ailleurs pour faire une deuxième interruption. Je vais répondre à votre question dans une seconde, mais je souhaitais profiter de cette occasion pour témoigner à l'ensemble des participants de toute la sensibilité de toute la communauté de Paris La Défense à la nouvelle triste il y a quelques semaines du décès de l'architecte qui avait donné au quartier d'affaires ce bâtiment iconique, hein. Ça fait pas une tour de 300 mètres de haut, mais ça fait vraiment partie de la signature et du patrimoine aujourd'hui de la Défense. Il y a une symbolique dont on pensera ce qu'on veut au fait que Franck Amouten, puisque c'est son nom, nous ait quittés juste au moment du 20e anniversaire de ce bâtiment, mais en tout cas souhaitons qu'il continue d'honorer la défense de sa présence pendant encore au moins 20 ans, j'espère fort. Ensuite, s'agissant de la question, quel est l'état de fonctionnement du quartier de la Défense aujourd'hui? Donc vous avez raison, et tout le monde a pu s'en rendre compte en lisant simplement les journaux ces 18 derniers mois, que beaucoup d'interrogations se sont fait jour dans la société, certainement pour chacun d'entre vous, sur le sens que pouvait avoir le travail et la vie au travail dans un monde qui ne serait plus jamais comme avant en raison de cette crise sanitaire, des changements parfois brutaux et profonds des équilibres de chacun entre vie personnelle et vie professionnelle, entre domicile et travail, etc. Et donc on s'était peut-être un peu vite fait peur et dit que dans le monde de l'après-crise sanitaire, de l'après-crise économique, un quartier comme celui-ci n'aurait plus de sens. Le fait d'avoir des bureaux pour une entreprise n'aurait plus de sens. Le travail même potentiellement n'aurait plus de sens. Et c'est vrai que les faits montrent depuis quelques mois, quelques semaines, que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas d'ailleurs, enfin, ce serait intéressant d'en parler, mais on a constaté que dès lors que les contraintes sanitaires notamment s'allégeaient ou s'assouplissaient, les gens revenaient en masse à la Défense. On a aujourd'hui une fréquentation qui est de 2 tiers à 3 quarts de la fréquentation habituelle selon le moment de la semaine et de la journée. Donc les gens reviennent parce que, je pense qu'ils nous expriment en disant ça, qu'il leur manquait quelque chose, il leur manquait sans doute des opportunités de sociabilisation, des opportunités de confort et de bien-être qu'ils ne pouvaient pas trouver dans une vie atomisée, confinée, chacun chez soi, etc. Donc ça, très bien. Après, je pense qu'on y reviendra, ce que nous disent les gens, les salariés, les habitants, les entreprises, c'est que oui, ils souhaitent revenir, ils souhaitent continuer de vivre ensemble et continuer de travailler ensemble, mais pas exactement de la même manière et pas en venant chercher exactement la même chose qu'auparavant dans un quartier comme celui-ci. Je développerai après si vous le souhaitez, mais je vous propose qu'on... Oui, alors ce quartier d'affaires, effectivement, vous y évoluez au quotidien, vos bureaux ne sont pas très loin, vos bureaux, Yvon Savy, ne sont pas très loin non plus, puisque vous travaillez, comme le rappelait Père Morel, pour la Société Générale. La Société Générale, on connaît ces 2 grandes tours à la Défense, mais en réalité, ce sont 4 immeubles. Alors, puisqu'on est dans cette partie relative au constat, quel est votre point de vue en tant que salarié sur cet environnement de travail à la Défense actuellement? Et de manière plus large, est-ce que dans un contexte où le télétravail s'est quand même beaucoup répandu, est-ce que vous avez encore le sentiment de travailler ensemble? Oui, c'est une bonne question. En effet, le travailler ensemble, pour moi,
sans doute le vrai vivre ensemble. On entend souvent convivialité, vivre ensemble, et en fait, il faut se poser la question. Il y a l'aboutissement, c'est manger ensemble, être copains, être ensemble dans un repas, c'est une symbolique très forte d'intimité, et travailler ensemble aussi, c'est le vrai vivre ensemble. Et du coup, cet éclatement, cette atomisation dont parlait Pierre-Yves, on l'a constaté. Et donc, qu'est-ce que je vais chercher en revenant ou en trouvant cette convivialité relationnelle? Comment mon entreprise est-elle une communauté de vie et pas seulement de travail? Est-ce que le sens du travail, c'est aussi le sens de la vie qui est posé. Et a fortiori, en tant que chrétien, on va se dire qu'est-ce que je fais sur Terre en tant qu'acteur de la création. Et donc mon travail, fût-ce dans un bureau de banquier ou autre chose assez générale, il fait partie de cela. Et donc on va aller au bout de la question du travailler ensemble comme ça. Après, à la Défense aujourd'hui, le challenge du télétravail va se poser la question du subi ou du choisi. Le subi, avant, je n'avais pas le choix. Mon employeur était là, je devais 5 jours par semaine, et donc je venais régulièrement dans mes tours dans la banque travailler. C'était subi. Aujourd'hui, je vais pouvoir le choisir. Et donc, pour les acteurs de la Défense, ça va être qu'est-ce que je vais proposer comme choix, comme attractivité de la place de la Défense pour y vivre mon travail et toute la convivialité du travail avec mes collègues. Merci pour vos éclairages respectifs. Alors vous, Marcel Remond, vous nous apportez un éclairage un peu différent. Vous nous apportez l'éclairage d'un sociologue. Vous êtes un spécialiste du changement social et vous connaissez très bien toutes ces questions relatives au travail puisque vous collaborez notamment avec l'Organisation internationale du travail. Alors je vous pose la question à votre tour. Ça veut dire quoi de travailler aujourd'hui dans le contexte actuel dans un environnement comme celui de la défense ? Oui, merci de m'avoir invité. Alors, c'est évidemment très, très bref et très succinct, mais il y a quelques années, en 2010, l'INSEE avait parlé de 50 années de mutation de l'emploi. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que vous êtes ici, un petit peu comme dans si on prend l'évolution des singes vers les hommes, ben, on est ici dans la dernière mutation. Donc, je voulais simplement pour vous dire combien sont les mutations. Il y a l'accès des femmes au travail. Clairement, c'est récent, c'est sur 50 années ici. C'est important, la féminisation. L'autre, c'est le fait que les ouvriers ont disparu, les métiers agricoles, les métiers industriels disparaissent petit à petit. C'est les métiers de service. On est ici clairement dans un lieu de service. Le troisième, c'est la question des diplômes. Les gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, ils sont de moins en moins représentatifs. Et donc, c'est le fait qu'on a grandi, on a augmenté la qualification intellectuelle, la formation, l'âge aussi. Les personnes qui travaillent sont de plus en plus âgées, donc c'est l'INSEE qui le dit. Et puis, il y a la multiplication énorme de différents types d'emplois. On commence à être des emplois fracturés, temps partiel et autres. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe depuis 50 ans. Et clairement, ici, on a, je dirais, l'expression. Alors, ça continue, cette évolution. Et on a parlé du télétravail, on a parlé du travail qui cherche un sens et autre chose. Je dirais en tant que sociologue ou en tant que responsable du travail, c'est dans cet environnement-ci, comment pouvoir répondre à ce qui émerge maintenant chez les plus jeunes qui veulent avoir un sens au travail. Surtout s'ils sont dans le service, c'est-à-dire ils ne produisent rien, ils téléphonent, ils écrivent des mails, ils font des choses, mais ils ne créent pas un TAS ou quoi, ce n'est pas des industriels. Et donc, quel va être leur sens? Et ce que les gens et les plus jeunes demandent, c'est un rapport au territoire, au terroir. On voit des jeunes qui veulent retourner, enfin ce qu'on appelle les néo-ruraux, on cherche ça. Comment est-ce que dans un lieu comme la Défense, on a un lien avec la terre? Voilà la question qui se pose maintenant. Alors, vous avez tous les trois insisté sur la question du sens, et c'est une thématique extrêmement intéressante, a fortiori dans un environnement comme celui d'aujourd'hui à Notre-Dame-de-Pentecôte. Cette question du sens, vous avez parlé, Marcel Remond, du territoire, mais il y a aussi le territoire de travail, le territoire dans lequel on évolue. Il y a deux concepts qui sont assez répandus ces dernières années, qui sont l'open space et plus récemment le flex office. Alors très rapidement, pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers avec ces notions, l'open space est donc le fait que plusieurs personnes travaillent sur un même plateau,
avec parfois à la fin de la journée tout ce que ça peut impliquer comme mal de crâne d'entendre les autres parler et s'exprimer, et en même temps ce que ça peut impliquer en termes de positif, de convivialité et de partage de l'information. Et puis il y a un thème qui est un peu plus récent qu'on appelle le flex office. Alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, vous connaissez bien le sujet. Le flex office, c'est donc un système qui vous permet de ne pas avoir une place attitrée en arrivant le matin. Chaque jour, on va changer de place en fonction de la disponibilité des places. Évidemment, il y a quand même une question de rentabilité derrière, puisque si il y a moins de personnes puisqu'elles sont en télétravail, ce n'est pas nécessairement la peine de payer des postes de travail pour tout le monde, et donc on se partage ces postes. Et moi, en tant que journaliste, pour avoir été souvent dans des bureaux, j'avoue que j'étais assez sensible au fait de voir les photos de famille des gens affichées, les enfants sur la plage. Il y avait quand même un côté très humain. Nécessairement, il y a peut-être, je ne sais pas, je vais vous poser la question, une forme de déshumanisation peut-être, de ne pas avoir son propre territoire. Alors assez rapidement, pour terminer dans cette partie relative au constat sur l'organisation du territoire à proprement parler, hein, celui de son quotidien, de son bureau, est-ce que vous voulez dire quelques mots? On va peut-être commencer avec vous, Yvon Savy, puisque vous, en tant que salarié de Société Générale à la Défense, vous êtes, je le sais, confronté à ces problématiques de flex office. Alors quand je dis confronté, c'est pas forcément dans le sens négatif du terme, mais c'est intéressant d'avoir votre retour, et puis on demandera aux autres participants de donner leur avis également. Donc, en effet, les tours à la Défense en général font face à ces questions-là. Alors, deux choses. La première, c'est que c'est vrai que le bureau est quand même un territoire où on s'approprie une forme de sécurité. Et on sait que dans les besoins humains, il y a ce besoin d'espace personnel, etc. Donc on peut le reconstituer de différentes façons, mais c'est important. La deuxième, c'est que c'est aussi un espace de proximité. Vous l'avez dit, c'est une occasion de relationnel les uns avec les autres. Donc il faut trouver quelque part cela. En fait, les open space ou les flex office, on voit, sont modulés. Alors on les appelle faux open space ou un faux flex office, parce qu'en fait les gens se débrouillent toujours, ou les équipes, y compris avec les managers, pour reconstituer un espace un peu personnel, d'équipe, etc. Même si les consignes sont bureau propre et impersonnalisation ou dépersonnalisation des offices, tout le monde se débrouille pour en fait reconstituer de façon humaine. On n'est pas gaulois pour rien, mais voilà, on retrouve ça. Et c'est important d'avoir cette sécurité, cette proximité-là. Pierre-Yves Guis, quelques mots sur ce sujet de l'organisation des territoires de travail. C'est vrai qu'on a une situation d'injonction contradictoire aujourd'hui. Il y a des raisons évidentes de maîtrise des coûts et de la soutenabilité des organisations, des entreprises qui imposent de tenir compte du télétravail, de la mobilité accrue des gens entre leur domicile et leur lieu de travail, etc., pour s'interroger sur l'utilité d'avoir encore des bureaux cloisonnés ou des open space très étendus si les gens sont là 30 ou 40% du temps la semaine en comptant, encore une fois, le télétravail, les temps de réunion. Déjà avant la crise sanitaire, un bureau normal d'une entreprise tertiaire, j'imagine que c'est les statistiques auxquelles vous arriviez à la Société Générale, il était occupé 60-70% du temps, absolument pas 100%, sauf pour certains métiers particuliers. Là aujourd'hui, vous divisez ça sans doute par 2 avec le télétravail et encore une fois la flexibilisation accrue du travail. Donc il y a forcément une forme de rationalité à promouvoir ce type d'organisation. Et en même temps, je reviens tout à fait sur ce qu'on dit, la crise du travail qu'on a connue ces 18 derniers mois, et même avant, c'est d'abord une crise du sens. Et à la Défense, on est d'une certaine manière au royaume de ce que certains avaient appelé à une époque les bullshit jobs, les gens qui ont des bacs plus 5 ou des bacs plus 8, et dont le métier c'est d'être chargé de projet de quelque chose, c'est très bien d'être chargé de projet, mais qui ont du mal à comprendre le sens de ce qu'ils font, puisque leur travail ne se conçoit que par rapport à une organisation abstraite dont ils n'arrivent pas à voir le début ni la fin. Et les gens qu'on a perdus en premier dans cette crise, c'est ceux-là, puisqu'en plus souvent ce sont les plus jeunes, donc ceux qui sont revenus travailler à la terre ou qui sont partis ouvrir des magasins de chaussures dans le sud de la France, c'est ceux-là. Et donc la contradiction, mais à laquelle j'ai pas de réponse, mais je parle y compris en tant qu'employeur moi-même, c'est pas la Société Générale, mais j'ai quand même 300 personnes, plutôt jeunes. La contradiction, c'est comment je fais pour recréer du sens et refidéliser cette population, encore une fois, jeune, en recherche de repères, si je leur dis en même temps le soir de bien soigneusement nettoyer leur bureau et de surtout pas laisser de photos du chien ou de souvenirs de vacances quelconques. Et c'est vraiment pas facile. Il y a un enjeu d'attractivité. Alors sur ce sujet, vous parliez à Marcel Remond de terroir versus territoire versus le sens. Quelle est votre opinion personnelle ? Oui, je pense que ce qu'on vient de dire résume bien, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le lieu de travail soit aussi un lieu de vie. Et donc,
alors je reviens avec l'évolution, on est quand même des animaux sociaux, on a besoin de marquer notre territoire. Il faut que quand on rentre dans la salle à café, on sente le camembert du collègue qu'il a amené pour mettre dans le frigo. Enfin, on a besoin on n'est pas que des têtes, on est aussi un odorat, on a du toucher, et c'est sûr que dans la pandémie, on s'est rendu compte de tous les autres sens. On voit combien c'est important d'être en visuel, et il suffit de voir les jeunes à l'école, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont découvert, c'est que être derrière un ordinateur, ça ne remplace pas être face à un prof. Donc, comment est-ce qu'on peut humaniser, c'est-à-dire vraiment rendre humain le territoire du travail, l'espace de vie au travail, c'est ça la question. Et donc, ça nécessite une révolution contre l'aseptisation des lieux de travail. Donc, on n'est pas dans un hôpital où tout doit être nickel. Il faut qu'on sente l'humain. Enfin voilà, il faut que ça transparaisse. Et ça peut se faire avec des tableaux comme ceci, ça peut se faire avec une église comme ceci, mais c'est ça la question. Hein. C'est comment est-ce qu'on rend humain. Alors on a plein d'exemples de personnes qui se battent pour qu'on laisse la photo de leur enfant sur leur écran, disons. Voilà. Alors, on voit l'importance, hein, vous le disiez, de mettre l'humain au centre. Alors après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les perspectives? Pierre-Yves Guis, en tant que directeur général de Paris La Défense, comment est-ce que vous voyez les choses? On a pu avoir le sentiment, à un moment donné, qu'il y avait une espèce de course au gigantisme. Il fallait des tours toujours plus grandes, toujours plus hautes. Est-ce que ça, on en est quelque part un peu revenu? Comment vont évoluer les choses? Il y a la tour Elf, puisqu'on a la Défense qui va être détruite. Alors, elle n'est pas du tout conçue pour être une tour d'habitation. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir? À côté de ça, il y a d'autres tours comme la tour Éclat et d'autres projets qui sortent du sol comme des champignons et qui vont voir le jour. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution du paysage à la Défense? La question n'est pas vraiment celle du gigantisme au nom des tours. Il y a des tours très grandes qui offrent des conditions de travail et de sociabilisation de très bonne qualité et des bâtiments de bureaux très petits dans lesquels on se sent très mal. Donc moi je suis raisonnablement confiant, et les projets que vous venez de citer l'illustrent, sur le fait que les gens aujourd'hui qui construisent, qui imaginent des tours à la Défense ont parfaitement en tête ces enjeux de lien social, de qualité du cadre de vie qu'on peut proposer aux salariés dans les bureaux. Et les immeubles récents qui ont été livrés ces 2 dernières années le montrent. On a maintenant des accès à des espaces extérieurs, on a des plateaux de bureaux qui sont faciles à recloisonner, qui permettent d'avoir des configurations qui se rapprochent quasiment d'un logement à certains égards. Je vous interromps 2 secondes, vous avez perçu, vous, de vraies évolutions sur un plan architectural et dans la nature même des bâtiments par rapport à ceux d'avant? Depuis quelques années, oui. Si vous avez l'occasion, vous parliez alors la tour Éclat est encore en chantier, bâtiments qui ont été livrés très récemment, la tour Trinity qui est juste derrière le CNIT, ou le siège de Saint-Gobain, enfin je sais pas, des constructions récentes, même celles de la génération un petit peu avant, on n'est déjà plus dans les clichés de l'open space à l'ancienne. Ça s'est quand même déjà nettement amélioré. Mais au-delà de ça, pour un quartier comme celui-ci, notre conviction en tant qu'aménageur de Paris La Défense, c'est que le vrai levier de progrès, c'est l'espace public en réalité. Encore une fois, je pense que les bureaux, ça s'adaptera. Les entreprises ont besoin de garder leurs collaborateurs. C'est ce qu'il y a autour. C'est le parvis autour de... Justement, qu'est-ce qu'il y a autour qui rend l'espace plus attractif? Mais le défi, c'est de répondre à la même question de recréation d'un lien social, recréation d'un sens. Quelqu'un a parlé de rapport à la terre tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous. C'est très vrai, même si la terre à la Défense, c'est une notion un peu abstraite, mais ça n'empêche pas d'essayer de se rapprocher du sol et de la nature, en l'occurrence. On est sur un environnement qui peut être, vous savez, très froid, très inhospitalier, très minéral. Et en même temps, il suffit de pas grand-chose pour faire bouger les choses. Il suffit parfois de parsemer des activités publiques, de l'animation événementielle, de la végétalisation, j'en parlais. On va en parler tout à l'heure de la végétalisation. Voilà. Mais voilà, donc je pense que le vrai progrès qu'on a à faire et le vrai axe de progrès, au-delà des bureaux qui finiront par s'améliorer d'une manière ou d'une autre, c'est le lien social. C'est le lien social dans l'extérieur, dans l'espace. Alors c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, Yvon Savy, le lien social. Peut-être que la crise de sens qu'on a traversée, et ces jeunes effectivement qui ont laissé tomber ce qu'on appelle parfois effectivement, à tort ou à raison, mais des bullshit jobs,
pour aller faire des choses beaucoup plus concrètes, plus manuelles, très, très loin, c'est aussi parce que justement il y avait ce déficit en termes de lien social et on peut avoir le sentiment parfois que les gens viennent pour consommer du travail, consommer le midi, aller effectivement dans les centres commerciaux très, très attractifs au demeurant pour consommer. Est-ce qu'ils viennent aussi parfois pour donner, pour peut-être contribuer à une action sociale, religieuse comme ici, artistique, et comment est-ce qu'on peut faire selon vous? Quelles pourraient être les pistes de réflexion? Et force est de constater qu'il y a déjà des pistes à l'œuvre et qui ne sont pas que des pistes, qui se sont concrétisées pour précisément multiplier les initiatives qui favorisent ce lien social. En effet, au-delà des aménagements, de l'environnement, du matériel dont Pierre-Yves parlait, je pense qu'il faut que les gens, moi le premier, nous posions la question d'une posture en disant qu'est-ce que je viens faire à la Défense et qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je suis là juste pour avoir mon ordinateur, mon bureau, un repas, un centre commercial et quelques arbres éventuellement? Ou est-ce que je suis aussi quelqu'un qui peut apporter quelque chose à mes co-travailleurs, à mes collègues ou à mes co-conviviaux aussi sur la Défense? Et donc se dire, j'apporte aussi quelque chose. Et vous savez que donner, c'est recevoir. Et donc, surtout en tant que chrétien, on sait que le sens ultime du don, c'est d'être en posture de recevoir et recevoir Dieu. Mais simplement, est-ce que je sais recevoir mon collègue, mon compagnon de voyage, pour lequel je vais grogner à cause de la promiscuité dans les transports, mon compagnon de file d'attente dans les différents courses, magasins, etc. Donc c'est un changement de posture. Donc c'est en fait dire aux gens, mais voilà, convertissez-vous en disant qu'est-ce que j'apporte plutôt que qu'est-ce que je consomme. Et trouver cela, c'est dire concrètement quelles sont les associations, actions que je vais faire. Et il y a un danger, c'est que le télétravail nous ayant éloigné de la Défense. Avant, j'avais personnellement 5 jours par semaine, donc 5 déjeuners et puis des petits bouts de soirée pour être ici en action sur le terrain, sur du caritatif, de la musique, du sport, etc. Aujourd'hui, je n'en aurai plus que 2 ou 3. Donc, grande question pour les actions caritatives, et pourtant il y en a besoin. La Maison de l'Amitié qui fait des choses avec les personnes en réinsertion, le Chez nous manquant pour faire le lien sur le dernier kilomètre de biens alimentaires qu'il ne faut pas gaspiller et qui de nos grandes cantines vont encore servir, et puis plein d'autres choses avec les jeunes à coacher, les universités, etc. Et on est attendu. Nous, en tant que travailleurs, nous sommes justement quelquefois hors sol, ces super diplômés, plus âgés, etc., dont parlait Marcel. Qu'est-ce que je peux donner? Je pense que c'est une question importante. Qu'est-ce que je peux donner? Donc on est vraiment au cœur de qu'est-ce qui fait la spécificité humaine. On a pu percevoir une peur, vous en parliez, la peur effectivement de ne plus avoir une vie qui ait du sens, qui explique que beaucoup ont démissionné, il y a eu beaucoup de démissions. Il y a une autre peur, Marcel Remond, qui est peut-être la peur du déclassement. Pourquoi la peur du déclassement? Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui évoluent, qui sont remplacés par des robots. Il y a un phénomène de désintermédiation qu'on voit bien dans la banque. Il y a énormément d'agences bancaires qui ont fermé parce qu'aujourd'hui, on peut presque tout gérer par le biais de son application. Donc, il peut y avoir, pour ceux qu'on appelle les middle managers, les cols blancs, une forme de peur. Quelles sont les perspectives pour affronter ces peurs et comment faire en sorte pour que, encore une fois, cette spécificité humaine qu'on appelle tous de nos voeux reste véritablement au centre? Oui, la réponse est la même. C'est par rapport à l'aseptisation des bureaux, trouver des manières de rendre ça plus humanisé, la végétalisation. Par rapport à la peur du déclassement, c'est clair que dans les évolutions du travail, avec l'intelligence artificielle en particulier, alors c'est un grand mot pour dire que c'est des ordinateurs, des algorithmes qui vous permettent de décider. Les middle managers, donc moi j'en rencontre beaucoup qui sont en peur d'être déclassés, c'est-à-dire on n'aura plus besoin d'eux, il n'y a plus que de très grands managers qui utilisent des algorithmes et puis ceux qui mettent en place l'algorithme. Et donc là aussi, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte pour donner du sens à ces middle managers, c'est-à-dire ces responsables d'équipes, de petites équipes. Et je discutais un peu de ces robots, de ces algorithmes et tout à la conférence des évêques de France, et je prenais un exemple en disant, les dames qui nettoient, parce que c'est souvent des dames, elles sont souvent remplacées par des robots nettoyeurs, comme il y a les robots qui tontent la pelouse, disons.
mais ces robots n'arriveront jamais à bien nettoyer dans les coins. Et là, il y avait justement une dame qui était là et qui était justement celle qui devait nettoyer la salle après qu'on ait terminé la conférence, qui s'est levée et qui a dit oui, oui, il n'y a aucun robot qui sait faire les coins. Et la question, c'est pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle sera toujours seconde par rapport à l'homme ou la femme? C'est parce que l'homme et la femme sont capables d'aller dans les coins. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans les coins? Ça veut dire qu'on est vraiment humain. C'est-à-dire on prend la complexité telle qu'elle est. On ne va pas standardiser tout. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est que dans la gestion managérielle des middle managers, donc, il faut qu'ils arrivent à gérer la complexité, à utiliser l'aspect humain. Un autre exemple de l'aspect humain, c'est des fois très simple. Lors des attentats terroristes, on a eu, au niveau de la sociologie, là, on a vu beaucoup de nouveaux emplois qui se sont créés de gardiens, de vigiles. Même dans les métros, il y a des gens qui viennent. Ce n'est pas une question d'avoir un diplôme supplémentaire. Ces gardiens qui sont à l'intérieur, à l'entrée des grands magasins, souvent sur des grands malabars, là c'est plutôt des hommes, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent l'aspect humain, la présence humaine, parce qu'il y avait des caméras avant, mais les caméras, ça ne rend pas les gens sécurisés. Donc il y a des métiers où c'est l'humain qui est le principal. Et il faut retrouver la partie humaine spécialement, donc je dirais la partie du coin, aller dans les coins, dans la complexité. C'est ça qu'il nous faut. Et donc, c'est ni l'aseptisation qui est la standardisation à tout crin. Tout le monde fait la même chose. Ça, les algorithmes, ils vont rentrer là-dedans, ils font ça très, très bien. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de points d'attention. Vous pouvez garder le micro, d'ailleurs, parce que je vais poursuivre avec vous, Marcel Roman. Il y a un certain nombre de points d'attention quand on envisage toutes ces perspectives. Et au cœur des préoccupations des salariés, il y a aussi la distinction entre ce qu'on peut appeler le travail décent et, de l'autre côté, le travail dignifiant. Quelle distinction faites-vous entre les deux ? Alors, ça c'est important parce qu'on a travaillé pendant 3 années avec l'Organisation internationale du travail et le Dicaster pour la promotion, alors je ne sais jamais très bien, de la promotion du développement humain intégral, sur quels sont l'avenir du travail. Donc c'est en fait l'avenir du travail après Laudato Si. Eh bien, la question qui vient dans l'Église, c'est de dire que le travail doit passer d'une conception du travail qui soit un travail de production ou de service ou autre, à un travail qui soit pensé comme un travail de soin. On doit, ça c'est dans Laudato Si, dans Fratelli Tutti surtout, mais dans Laudato Si, le travail comme soin de la maison commune. Mais il n'y a pas que le travail, la politique, la vie familiale, tout ça. Le soin de la... Donc pouvoir arriver à faire en sorte que son travail à soi soit une prise en compte, de prendre soin des collègues, mais aussi de la société en tout cas, de la maison commune, de la planète. Donc, prendre soin. Donc il y a eu un rapport qui est accessible là, qui s'appelle « Le soin est un travail, le travail est un soin ». C'est une traduction française par le CERAS, mais d'un document qui a été fait avec des Indiens, des Latinos, des Africains, des gens de managers, des femmes agricoles dans le Sahel. Enfin voilà, vous voyez, ça va partout et on voit bien que le soin est important. Et c'est ça qui fait la différence entre du travail décent et du travail dignifiant. Le travail décent, c'est un travail qui est fait sans exploitation de l'homme. Donc un enfant qui travaille dans les mines au Congo, ben, il est à la fois dans la pollution, c'est pas un travail décent. On peut avoir un travail décent qui soit clair, mais c'est pas pour ça qu'il soit dignifiant. On revient au sens. C'est Saint Irénée, donc cité, qui dit ben, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ben, c'est ça, c'est le travail qui rend debout. Alors, un travail dignifiant n'est pas nécessairement un travail facile. Un mineur de fond, quand il rentrait chez lui, était tout noir. Il n'avait peut-être pas un travail très décent, mais il était fier de son travail. Et donc, c'est une des choses dont on a vraiment eu l'importance, c'est être fier de son travail. La fierté d'une chose bien faite. Et souvent dans les travaux actuellement, dans les sociétés, on n'a pas le temps de bien faire son travail. On nous demande de nettoyer en 3 fois plus vite, on nous demande de répondre à un projet 3 fois plus vite, on nous demande de vendre un objet avant qu'il ne soit conçu. Prendre le temps de bien faire son travail. On oublie les coins. Ouais, voilà, je répète, et puis j'arrête. Voilà, et c'est ça pour moi le travail décent, travail dignifiant.
Alors, vous nous avez parlé de l'importance de prendre soin, et ça, je crois que c'est une vraie préoccupation, et que cette crise sanitaire, elle a bien entendu été horrible, et on n'en est pas complètement sorti, mais en tout cas, elle a mis en lumière des initiatives solidaires de personnes qui allaient les unes vers les autres. Elle a aussi mis en lumière une préoccupation qui était déjà existante, mais qui vraiment prend beaucoup de poids, c'est la préoccupation pour l'environnement, pour le respect de notre planète. Alors, Pierre-Yves Guise, pour faire face à cet enjeu majeur, à cette préoccupation, parce que c'est pas juste un enjeu, c'est aussi, on le voit bien, et chez les jeunes notamment, une vraie préoccupation. Paris La Défense a fixé un nouveau cap pour l'avenir, un cap stratégique, puisque vous vous engagez à devenir le premier quartier d'affaires post-carbone. Il semblerait que ce soit un vrai point d'attention pour vous, et on s'en réjouit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et puis peut-être nous faire part des autres points de vigilance pour vous? En fait, ça aussi, c'est quelque chose, c'est comme la question des organisations du travail ou la question du sens. C'est un sujet qui était déjà fortement sous-jacent et qui a affleuré sous l'écume des jours avant la crise et qui est devenu effectivement aujourd'hui l'éléphant au milieu du couloir qu'on est obligé de traiter, puisque sinon nos interlocuteurs, les gens qui s'interrogent pour venir travailler et vivre à La Défense, ne verront que ça, ne verront que le fait que c'est un territoire qui historiquement ne s'est pas beaucoup préoccupé des questions environnementales, du rapport à la nature, comme vous le dites, et au-delà de ça, de la question de son impact humain de manière générale. Vous savez que dans le jargon des entreprises, on fait souvent rimer environnemental avec social. Et ces deux dimensions-là de l'action publique étaient pas forcément au cœur du projet de La Défense quand il a été imaginé. Donc, je confirme ce que vous dites. Notamment depuis la fin de cette crise, on s'est interrogé de manière assez complète et j'espère assez honnête sur les multiples manières dont on pouvait réorienter notre action, réorienter l'action de la puissance publique sur ce territoire. Pour faire que ces sujets sociaux et environnementaux, au lieu d'être la cinquième roue du carrosse, qui deviennent vraiment notre priorité et le point fédérateur, le point fixe de tout ce qu'on fait pour agir sur le territoire. Donc ça se traduira, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, par une action beaucoup plus volontariste de verdissement, d'apaisement des espaces publics. Vous avez vu qu'on a commencé à bricoler des pistes cyclables depuis le début de la crise sanitaire. On va les pérenniser, on va réduire progressivement la place de la voiture, la place de tous les usages qui peuvent contribuer à alimenter ce sentiment d'oppression ou de déshumanisation qu'on peut encore ressentir parfois à La Défense. On continuera de mettre l'accent sur le développement de l'offre de services, de commerce. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la salle à manger, la maison de l'amitié, etc. Mais plus que jamais, il faut que ce genre d'acteurs et ce genre de propositions soient vraiment au cœur et au centre du discours et de l'expérience de vie qu'on propose, de vie en société justement, qu'on propose à La Défense. Et puis, pour revenir quand même à ce que tout le monde voit, on engage avec nos partenaires privés du monde de l'immobilier un travail sur le verdissement des tours de bureaux, puisque les tours de bureaux, c'est quand même, là aussi, je parlais d'éléphants au milieu de la pièce, aujourd'hui, c'est ça qui contribue le plus aux consommations de gaz à effet de serre, enfin aux émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, et à l'aspect un peu anti-écologique que peut avoir un quartier comme celui-ci. Mais c'est aussi là qu'on a le plus de potentiel de transformation, parce qu'on reste un territoire, je reboucle avec ce qu'on disait au début sur le fait qu'il y a encore beaucoup de monde à La Défense et beaucoup d'activités. On a la chance d'avoir un territoire sur lequel il y a une concentration d'énergie, de moyens et d'envie de faire bouger les choses qui est phénoménale entre le public, l'État, les collectivités, le monde associatif, le privé. Et tout le monde a envie que les choses changent. Donc c'est vraiment ce qu'on va s'efforcer de faire. Alors, Yvon Savy, comme le disait Pierre-Yves Guise à l'instant, environnemental rime souvent avec social. D'ailleurs, vous êtes responsable de la responsabilité sociale et environnementale. Le titre RSE inclut toutes ces notions ensemble. Alors, précisément, comment les velléités écologiques vont de pair avec le développement du lien social? Et vous, en tant que directeur de la RSE, qu'est-ce que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place pour aller dans le sens de ce qu'on vient de dire? Une précision, je m'exprime à titre personnel, pas de mon employeur, mais c'est important, et pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves, une vraie écologie ne peut être qu'intégrale, donc forcément environnementale et sociale, et une écologie humaine vraiment bien intégrée. Et à cet effet, je pense, et je reprends un titre qu'un autre jésuite, Gaël Giraud, titrait récemment, c'est que la vraie conversion qui est attendue, la vraie
changement de posture des gens, elle est d'abord personnelle. On peut avoir toutes les structures, les aménagements, etc. Et tant mieux, bravo à la Défense qui va nous offrir ces changements, tant mieux. Mais ça suppose ce que je disais tout à l'heure, comment on va l'utiliser, dans quelle posture je viens l'utiliser. Et ma conversion, elle est d'abord personnelle. Est-ce que je suis déjà moi-même un acteur de l'économie de l'énergie, du respect du climat, de la biodiversité et du lien social. Et à cet effet, la Défense va avoir deux challenges. Je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs et moi, ou les collègues, les amis avec qui j'en parlais, on va pas comparer la Défense d'aujourd'hui ou de demain avec la Défense d'avant. On va comparer la Défense avec deux questions. Quel est mon lieu de travail alternatif qui était le télétravail? Donc ma maison, mon jardin, éventuellement ma résidence secondaire, si j'avais de la chance d'être en province, etc. Donc, quel est entre mon coin de plage à Quiberon ou la Défense? Qu'est-ce que je peux vivre comme différence? Et c'est maintenant à ça que je compare la Défense. Et la deuxième comparaison que je vais faire, c'est comment je compare la Défense d'aujourd'hui ou de demain, avec les quelques aménagements, à celle qui est attendue en 2050, avec une révolution sur la neutralité carbone et le respect de la biodiversité. Donc là, la Défense vivable de 2050 qui va arriver. Et donc là, le challenge est très très fort. Donc toutes nos bénédictions sur vos efforts, vos travaux, etc., ça va être très compliqué de résister à ces deux comparaisons. Alors cette réflexion sur l'avenir, c'est également celle de Notre-Dame de Pentecôte. Je suis chargée de vous communiquer des informations sur de futures conférences sur ce même thème de travailler autrement. Une qui aura lieu le 18 novembre avec Éric Molinier de chez Veolia, qui est donc une personne en situation de handicap et qui viendra en parler. Et le 25 novembre avec Étienne Villemain, entrepreneur social, cofondateur de Lazare. Avant de vous laisser la parole pour poser des questions, peut-être un rapide tour de table en quelques mots pour nous dire comment, compte tenu de tout ce qui a été dit et échangé, comment vous voyez les choses pour continuer à prendre soin de la maison commune par rapport aux thématiques évoquées. Marcel Remond, comme ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris la parole, je vous propose de prendre le micro. Je pense que, voilà, ce que j'ai, c'est le mot conversion. Je pense qu'il doit être personnel, mais il faut aussi collectif. On sait bien que on a beau dire aux gens qu'ils ne doivent pas rouler trop vite, mais si on ne met pas des gendarmes couchés, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a un moment donné, on faut obliger un peu les gens. Donc, et dans un monde, et donc, ça va être quelles sont les choses qu'on va mettre en œuvre pour. Et ça doit aussi modifier l'imaginaire de la Défense. Il faut que les gens ne pensent plus la Défense comme une sorte d'aseptisation minérale. Et donc, moi, je sais qu'il y a eu un pays, mais je ne me souviens plus très bien, où c'est ici en France, peut-être, ils ont proposé que les bureaux qui sont non occupés la nuit servent d'hébergement par une association qui fait en sorte que le matin, il n'y a rien d'autre. Mais vous voyez, il faut changer l'image aussi, pour que les gens se sentent. Pierre-Yves Guy, sur ce changement de paradigme. Voilà, c'est mieux dit. Pardon? J'ai dit c'est mieux dit, un changement de paradigme. Oui, n'est-ce pas, c'est grâce à ça qu'on reconnaît les journalistes. Oui, mais pour autant, vous avez parfaitement raison de parler de changement de paradigme. C'est bien ça le défi qui est devant nous. Et je rejoins ce que disait Yvan Savy également sur le fait que ce défi est absolument, on n'est absolument pas certain de le gagner. Je pense qu'on est encore sur un point d'inflexion un peu fragile entre la sensation de la possibilité du retour à une vie normale en société qu'on commence à toucher du doigt, mais en même temps une reconstruction de notre lien social depuis quelques mois qui est encore justement très fragile et qui pourrait voler en éclats si on n'y prêtait pas, encore une fois, collectivement attention. Donc je crois que le sujet, et je suis très modeste par rapport à l'action même que Paris La Défense peut avoir sur son propre territoire, ça ne fonctionnera que si c'est une démarche et un engagement collectif et que si tout le monde est animé de la même volonté justement de recréer ce sens, de recréer ce lien social et de refaire vivre les sociétés, les villes, la vie en ville, etc. Mais c'est une feuille de route qui est assez ambitieuse, assez vaste. Ouais. Yvan Savy, pour terminer, quelques mots sur les perspectives quant à la mission Notre-Dame de Pentecôte et quant aux enseignements qu'on peut tirer sur la façon de prendre soin de notre maison commune. En effet, on a parlé là de choses un peu gigantesques, systémiques, gouvernementales, d'aménagement, etc. Et je pense quelquefois il faut ramener
face au danger de la dilution, les choses à un niveau très concret. En fait, ce que je vous propose, c'est en partant de cette réunion, en écoutant cette conférence, etc., de vous dire aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que je prends déjà comme petite décision, même petite, mais qui est le premier pas d'un chemin, etc. Et à titre personnel, et à titre collectif, éventuellement avec d'autres collègues, qu'est-ce que je vais commencer à changer ? Oui, il y aura plein de choses qui viendront du gouvernement, des règles, de la défense, etc., de nos employeurs, tant mieux. Mais moi, qu'est-ce que ça ? Alors, l'une des pistes, évidemment, ça nous est servi par un plateau et par le Pérug ici, cette perle que nous avons à la Défense, qui est le Notre-Dame de Pentecôte, où on vous offre du social, du spirituel, de l'écologique, Laudato Si ou d'autres Fratelli Tutti, faire des choses ensemble, se nourrir, et au sens biologique et au sens intellectuel. Donc voilà, c'est de profiter de toute cette palette d'offres et éventuellement vous poser la question, avant de sortir ou en revenant demain, qu'est-ce que je fais moi-même déjà ? Les petits chemins font les grandes rivières, comme on dit. Merci à tous les trois. Je propose que nous fassions passer un micro de façon à ce qu'à votre tour, vous puissiez prendre la parole et poser des questions à nos participants. C'est à vous de me dire. Merci pour vos présentations, tout à fait d'accord sur ce qui a été dit, notamment en collectif. Juste une intervention sur l'individuel, le tout petit. Tout à l'heure, je serai à la sortie avec un projet qui est né ici, qui s'appelle Jeunes et Entreprises, qui consiste à parrainer un jeune de 18 à 25 ans par 1 heure d'accueil des cadres de la défense. Voilà. On est parti en plein Covid, nous sommes 18, et on a accompagné 30 jeunes. C'est des tout petits, et ça nous fait du bien. Moi, ce que j'aime à l'intérieur de Pentecôte, c'est que les endroits de la défense, on rencontre les gens des autres sociétés. Et je trouve que finalement, à la défense, il n'y a pas de maison de la société. Donc, on pourrait avoir une activité commune avec des personnes différentes. Alors, on a dans nos entreprises souvent des CE, des choses comme ça, hein, mais je trouve que c'est ça qui est vraiment enrichissant ici. Et un autre petit sujet aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent ici, mais qui habitent aussi. Et donc, j'aurais bien aimé vous entendre sur cette question de habiter et vivre à la défense. Oui, Yvan Savy, quelques mots sur cette question. En effet, la crainte d'être, c'est ce que je disais tout à l'heure, de travailler ensemble, donc c'est ce collectif, c'est d'avoir des gens qui vivent les uns à côté des autres dans des formations de ghetto. Alors c'est le ghetto de mon entreprise, ou le ghetto de mon secteur, ou le ghetto même de la localisation géographique. Je me rends compte, moi, en travaillant à côté de l'Arche, que je ne descends presque jamais sur le côté Seine de la Défense. Je ne les connais pas. J'avoue que je ne suis pas allé depuis sans doute 2-3 ans. Et donc cette ghettoisation de la société, il faut la combattre. C'est une forme de modèle peut-être plus anglo-saxon, où les gens vivent en communauté ensemble, etc. Ce n'est pas le modèle français où on veut s'intégrer les uns les autres. Donc posons-nous la question, et c'est un point de vigilance important. Notre Pentecôte le concrétise évidemment. Oui, je vais compléter sur la remarque sur le logement et le fait d'habiter à la Défense. C'est en fait un peu le même sujet. Ce qui nous manque au-delà des choses techniques que notamment j'ai pu évoquer dans la présentation, c'est bien ça, c'est de renforcer encore les opportunités pour les gens qui fréquentent la Défense, quelles que soient les raisons, de vivre ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore, certainement beaucoup trop, un fonctionnement où les gens se déplacent d'un point à un autre point, généralement des transports à leur tour ou des transports à leur habitation, et ça s'arrête là. Et pourtant, on voit les quelques semaines dans l'année où on organise des animations collectives, on va avoir le marché de Noël, j'en profite pour signaler que ça va revenir cette année normalement à partir du mois de novembre. Dès qu'on crée ce genre d'animation, tout de suite on a cette vie collective qui n'est pas forcément d'une intensité incroyable, mais au moins les gens se rencontrent et ça se met en place dès qu'on en crée les possibilités. Donc c'est effectivement tout à fait un point de progrès qu'on a bien identifié, sur lequel on est en train de travailler et qui peut passer
par ailleurs par le renforcement du nombre des gens qui habitent à la Défense, puisque si on veut qu'un jour ça se rapproche d'une ville entre guillemets normale, où on va dans un quartier qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, pas simplement parce qu'on s'est perdu, mais parce que pourquoi pas on a envie de se promener ou on a une bonne raison d'y aller, ce genre de choses a beaucoup plus de chances de se produire si on a une composition équilibrée de toutes les fonctions d'une ville, entre les bureaux, les logements, les commerces, la culture et que sais-je encore. Donc, Justement, moi j'ai une question au sujet de l'élargissement de l'activité. Est-ce qu'il y a des réflexions autour d'accueillir des entreprises d'autres activités et pas que des services? Est-ce qu'on pourrait se poser la question? Et deuxièmement, de la taille des entreprises, parce que là on parle des grandes entreprises de la défense, mais les petites et moyennes entreprises sont aussi peut-être à réfléchir. Et d'ailleurs, dans les petites entreprises, les gens trouvent beaucoup plus de sens que dans les grandes entreprises. Ça aussi, c'est une remarque très judicieuse. On a à peine effleuré toutes les questions que pose le développement de la défense après cette crise, et j'aurais effectivement tout à fait pu parler de ça. Donc je vous rassure, on constate déjà en fait, alors c'est très important qu'on ait la Société Générale, qu'on ait Total, qu'on ait toutes ces grandes entreprises, ces fleurons de l'économie française, parce que ça aide à stabiliser le quartier, à le crédibiliser, ça nous ramène également beaucoup de monde, donc c'est très important, et on souhaite absolument que ces entreprises, que ces occupants restent. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on a un enjeu de diversification de la population d'entreprises, à la fois en taille, en secteur d'activité, qui est accueilli à la Défense, parce que ça aussi, c'est la clé à la fois de la robustesse du quartier dans des périodes de crise, parce que ça fait plus forte probabilité que les entreprises restent et se renouvellent. Et puis, comme vous le dites très justement, ça permet de multiplier les points de vue, multiplier les types de population. Là, je parle des hommes cette fois-ci, enfin des personnes. Ça permet de faire venir des gens qui n'ont pas forcément tous le même profil, tous les mêmes affinités, tous les mêmes attentes. Et c'est quelque chose qu'on commence d'ores et déjà à observer. Nos tours, notamment les plus récentes, commencent à se diviser, à être louées parfois étage par étage ou 2 étages par 2 étages. Et on a des entreprises de secteurs qui sont très diversifiées, qui se rapprochent parfois de l'industrie, du divertissement, etc., qui commencent à venir à la Défense. Là aussi, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et ça fait partie des nombreux axes de réflexion qu'on est en train d'explorer. Un axe pourrait être la mixité d'ailleurs salariés et étudiants. Je pense que voilà, il y a déjà quelques foyers d'études universitaires, supérieures, etc. Il n'y a aucune perméabilité, enfin trop peu de perméabilité avec les Il y en a un petit peu, mais trop peu, c'est vrai. Oui, bonjour. Sur l'impact écologique d'un quartier comme la Défense, est-ce que, j'allais dire, techniquement, on a moins d'impact sur la planète en mettant des bureaux dans un quartier d'affaires comme la Défense, ou, je dirais, au contraire, en décentralisant complètement, en mettant toutes les entreprises sur des plus petites villes sur les territoires en France, ou quelque part, comme, voilà, est-ce que ce modèle de développement, ce modèle de lieu de travail a un futur quelque part de long terme, parce que peut-être que comme on vit en collectivité, finalement, par personne, on consomme moins de carbone ou d'énergie quand on est ici à la Défense. J'ai vu quelques calculs qui commencent à sortir sur le concept de ville durable. C'est-à-dire comment on intègre toute la conception de ce que Pierre-Yves a annoncé, de vivre, de naître, de manger, de circuler, etc., du matin au soir et toute l'année, 365 jours sur 365. Et en effet, c'est assez complexe. Donc là, il faudra sans doute beaucoup d'intelligence artificielle ou d'ordinateur pour achever ça. En fait, il y aura plusieurs modèles. On ne peut pas faire table rase de ce qu'est le modèle français, parisien, Île-de-France. Donc, il faut bâtir sur ça à partir du modèle de l'Île-de-France et extrapoler et voir ce qu'on peut modifier. Il faut aussi, dans une perspective, de dire qu'est-ce que concrètement, notamment
pour ce scénario d'émission zéro net émission en 2050, qu'est-ce qui va être concrètement fait? C'est pas simple, ça va être des hauteurs de building, des modes de construction, des matériaux, etc. Sachez que lorsqu'on calcule le poids, l'empreinte carbone d'un bâtiment, on regarde, il y a 25% ses matériaux de construction, 25% son usage et 50% la circulation et ce qui est autour de l'immeuble qui va induire la consommation, le poids carbone de l'immeuble. Et donc c'est important, c'est 25, 25, 50. Et c'est à partir de ça qu'on va raisonner. Donc c'est un challenge important, il faudra suivre l'actualité sur les développements scientifiques sur le sujet. Mais c'est très très intéressant. Parce que les politiques devront à un moment le prendre, les PAD aussi et d'autres, pour dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je réglemente. On m'indique qu'il faut rendre l'antenne, non? Peut-être quelques mots, Marcel Raymond, de... Ah oui, non. Je voulais simplement répondre, mais alors, je vois que... Simplement dire que dans les études, c'est clair que plus c'est intégré, c'est-à-dire moins c'est en silo, c'est-à-dire là on fait ceci, là on fait ça, plus c'est écologique, disons, dans le sens où, par exemple, les personnes âgées, il faut faire des kilomètres pour aller les voir parce qu'elles sont toutes quelque part. Et voilà. Donc l'intérêt du hub est intéressant pour un type, mais pas pour l'écologie intégrale. Merci. Quelques mots peut-être? Non, je passe, oui. Non, mais oui, 30 secondes. Effectivement, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire table rase de ce qui existe. C'est sûr que si on devait réaménager la France entière à partir de rien, il faudrait probablement pas faire ce qu'on a fait et pas avoir une région parisienne aussi dense et aussi protubérante. Voilà. De fait, on vit dans un monde réel avec des choses qui existent déjà et on se rend compte, je rejoins ce qui a été dit, que l'effet de concentration, d'avoir toutes ces énergies humaines et toutes ces activités au même endroit, peut avoir un intérêt pour tout un tas d'économies d'échelle et d'effets de fonctionnement en circuit court, là, qui est un nouveau paradigme à la mode, mais il a raison. Enfin, tout le monde parle maintenant de renouer avec la ville du quart d'heure. Vous avez toutes les activités de votre vie, pro et perso, à un quart d'heure à pied ou en vélo autour de chez vous. Un territoire dense comme celui-ci, dense et ayant en même temps encore des possibilités de développement, ça permet plus facilement d'y répondre que si tout le monde était dans des lotissements ou des campus d'entreprise en très grande banlieue. L'autre conséquence, c'est que si on veut avoir la même activité économique, la même intensité économique qu'à La Défense ou à Paris ou à Saint-Denis, enfin dans tous les pôles tertiaires, sous des formes plus horizontales, il faudrait artificialiser là aussi la moitié de la France. Donc tout ça n'est pas possible, il faut faire avec ce qu'on a. C'est sûr qu'on peut faire d'immenses progrès, mais d'une part on est confiant dans le fait qu'on peut le faire, et d'autre part c'est l'occasion de ne pas oublier qu'il y a quand même encore quelques avantages à cette forme urbaine et architecturale. Et à nous de dire avec, soyons optimistes surtout. Voilà, plein de choses à faire. Merci beaucoup. Désolée pour celles et ceux qui avaient encore des questions et qui n'ont pas pu les poser, mais effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a d'autres conférences qui sont prévues sur des thèmes assez cousants de celui-ci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Père Hugues, pour cette opportunité d'évoquer tous ces sujets passionnants. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la vie était en mode peut-être un petit peu survie. Et là, je vois qu'on est dans un nouvel élan. Merci à tous pour votre participation à cette table ronde. Et puis, spécialement vous, merci, Monsieur Guis, pour l'élan que vous nous témoignez de l'avenir de La Défense, ce beau quartier qui est parfois décrié, mais que moi, qui fait battre mon cœur à chaque fois que je viens. C'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez pu prendre des pépites, et j'invite à répondre à l'invitation que Yvan Savy vous a formulée. Avec quoi repartez-vous concrètement? Qu'êtes-vous prêt à mettre en œuvre pour La Défense et ou en même temps pour notre maison? Vous trouverez quelques ouvrages à la sortie sur le thème du travail, et pas spécialement peut-être à La Défense, mais du travail aujourd'hui et demain. Vous savez qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Toutes ces entreprises sont entreprises à bénéfice. Nous, on ne travaille qu'avec des bénévoles. Donc merci pour votre générosité. Vous pouvez aussi faire des dons en ligne sur notre site de la Maison de l'Église, NDP 92. Voilà. Merci. Salut à ceux qui nous ont regardé sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez donc bien sûr revoir et voir encore cette table ronde.